Bonjour à tous, bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Bien. Bonjour. Docteur, je vous laisse prendre la main. Avec grand plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Alors, très rapidement, je me présente. Je suis médecin dictologue tabacologue. J'exerce une petite activité clinique au sein d'une antenne médicale d'un centre médical des armées sur Grenoble. Étant donné que dans le passé, j'étais médecin militaire et j'ai fait une grande partie de ma carrière sur Grenoble. Et par ailleurs, chargé de mission à l'Observatoire territorial des conduites à risque de l'adolescent, une structure à Grenoble, l'Université de Grenoble-Alpes, qui est, on va dire, soutenue par Nicolas Pris et donc la MILDECA. Le but étant de suivre dans le temps des collégiens, des lycéens, et de voir l'impact de la formation aux compétences psychosociales sur leur comportement, en particulier consommation d'alcool, tabac, drogue, et également leur santé psychique. Et par ailleurs, je suis administrateur de la Société francophone de tabacologie, de l'Institut Rhône-Alpes de Tabaco et de l'instance régionale Auvergne-Rhône-Alpes de promotion de la santé. Et dans le passé, j'ai été administrateur national de ce qui était encore à l'époque l'AMPA, donc Addiction France. Donc, il m'a été demandé de parler de la vape, de la e-cigarette, avec voilà cette question, est-elle l'ami, je dirais, de celles et ceux qui cherchent à sortir du tabac, ou l'ennemi de Big Tobacco, l'industrie du tabac. Et puis, ça fait de la concurrence à l'industrie pharmaceutique. Donc, je ferme ma parenthèse par rapport à ça. Et donc, diapo suivante. Très rapidement, je n'ai pas de lien d'intérêt avec, bien sûr, l'industrie du tabac, ni même… Merci de fermer vos micros. Pas de lien d'intérêt. Donc, diapo suivante. Alors, c'est vrai que le 31 mai, cette fameuse journée mondiale de l'Organisation mondiale de la santé, il y a eu une annonce faite par François Braun, du temps où il était encore ministre de la Santé, avant de repartir là récemment sur Metz, en disant que bientôt on pourrait trouver en pharmacie, bien sûr, des substituts nicotiniques, mais également des cigarettes électroniques. Bon. On en est resté là. On verra bien ce qui se passera dans le futur. Diapo suivante. Alors, je pars, on va dire, d'un constat. On ne vous entend plus. Le micro a sauté. Bon. Je disais que l'Institut a publié ce baromètre santé, et dans la synthèse, diapo suivante, il y a quand même un constat qui est assez stupéfiant, c'est les perceptions qu'ont les Français de la cigarette électronique, et les chiffres sont quand même assez accablants. Je prends juste le dernier, la 82,7%, c'est le pourcentage des Français qui pensent que la nicotine qui est dans la vape est dangereuse, qu'elle serait cancérigène. Et donc, on a, on va dire, ces misperceptions en France qui entourent la vape. Et c'est vrai que l'avis du Haut Conseil de santé publique qui a été publié fin 2021 n'y est peut-être pas étranger. Diapo suivante. Bon, je vais passer un petit peu sur ces chiffres plutôt qui précisent finalement que voilà, bon nombre de Français ont recours à la vape, essentiellement, on va dire, les plus jeunes, mais ce sont les 15-44 ans en particulier qui pensent que la vape peut provoquer le cancer. Diapo suivante. On a également des différences qui peuvent être observées suivant le niveau scolaire. Et la e-cigarette est considérée comme très nocive pour les personnes ayant, on va dire, un bagage éducatif inférieur au niveau du bac. Donc là, on est quand même dans des inégalités de santé qui sont majorées par ces perceptions que peuvent avoir bon nombre de Français quant à la vape. La peau suivante. Je vais très rapidement vous présenter là une étude qui est publiée sur le site Addicted, que vous connaissez peut-être, qui a été, on va dire, créé à l'initiative du professeur
Michel Reynaud, hein, qui malheureusement nous a quittés il y a peu, donc qui est alimenté par Fonds Addiction. Et il y a ce site internet, il y a des chats, il y a beaucoup de choses, beaucoup de forums qui sont animés par des patients experts, que connaît bien Laurent Caffarel. Et donc là, c'est une étude qui montre que parmi les fumeurs de tabac, penser que la nicotine est responsable de maladies, voire est, on va dire, toxique, et que ça va retarder le recours à la vape. Diapo suivante. Je présente très rapidement cette étude. Il montre que finalement, plus les personnes sont âgées, plus elles sont nombreuses à penser que, et à tort bien sûr, que la nicotine est la substance dans la fumée du tabac qui est responsable des cancers. Donc vous voyez quand même c'est quand même une fake news. La nicotine, oui, elle a une action au niveau du système cardiovasculaire lorsque l'on fume, et indépendamment, on va dire, de la dose. Si on commence à fumer une cigarette, oui, la pression artérielle peut augmenter, le rythme cardiaque s'accélérer, mais ça ne va pas être dose dépendant en fonction du nombre de bouffées de cigarettes que l'on va prendre et même du nombre de cigarettes que l'on va fumer. Diapo suivant. Donc, la diabolisation de la nicotine et les fake news sont bien ancrées en France. Diapo suivant. L'association SOVAP a fait, on va dire, régulièrement appel à l'Institut de sondage BVA de manière à évaluer un petit peu la perception qu'ont les Français de la vape, de la cigarette électronique. Diapo suivante, là c'était ce qui avait été présenté l'an dernier. J'aurais pu reprendre celui de cette année qui est vraiment malheureusement conforme. 8 Français sur 10 ne savent toujours pas que vapoter est moins risqué que fumer. 6 Français sur 10 pensent même que la vape est au moins aussi dangereuse, voire plus dangereuse que le tabac. Diapo suivante, donc vous voyez que ce sont quand même des éléments qui vont faire que quand on fume du tabac et d'envisager d'arrêter de fumer et de sortir du tabagisme en ayant recours à la cigarette électronique, eh bien, du fait de ces mauvaises perceptions de la réalité, eh bien, ça va décaler, voire faire qu'on va préférer continuer à fumer du tabac. C'est vrai, il y a 75 000 morts chaque année et un fumeur sur 2 va mourir de son tabagisme. Mais bon, on pense que la vape n'est pas un outil de réduction de risque et on n'y touche pas. Diapo suivante. Je vais la présenter très rapidement. Suivante, s'il vous plaît. Voilà. Là, c'est une étude qui a été faite en Angleterre où on a pris 4 groupes de personnes et on leur a soumis un certain nombre d'articles qui étaient un petit peu orientés suivant chacun des groupes. Dans un groupe, on disait que la cigarette électronique était moins nocive que la cigarette. C'était indépendamment de ce qu'ils pouvaient penser ou de leur comportement d'être fumeur, d'être vapoteurs. Un groupe où on disait que les cigarettes électroniques étaient nocives. Un troisième groupe où il y avait des éléments, on va dire des informations contradictoires sur la nocivité des cigarettes électroniques, et on précisait que les cigarettes étaient nocives. Et un quatrième groupe où les informations étaient contradictoires sur la moindre nocivité des cigarettes électroniques. Diapo suivante. On a pu montrer que finalement, diapo suivante, encore, voilà, parce qu'on a évalué une échelle de perception du risque de vapoter. Diapo suivante, il a pu être, ça bloque peut-être. C'est curieux parce que je vois que c'est Madame Just Vivienne qui a la main sur le PowerPoint. Je ne sais pas comment c'est possible. Ah, voilà. Donc, cette étude a montré que quand on a une exposition même rapide, brève, à des informations négatives ou contradictoires des instances de santé publique, ce qu'on a en France depuis fin 2021, eh bien, cette perception des risques de la vape va être augmentée et de ce fait, eh bien, on a pu observer que le tabagisme qui avait diminué en France, s'est stabilisé, eh bien qu'elle aurait tendance à augmenter. Et en particulier, vous voyez, en France, avec les données dont on dispose, chez les femmes, est passé de 20,7% à 23%. Et encore, parmi les personnes dont, on va dire, le niveau éducatif est moindre que d'autres. Donc, ça pointe quand même du doigt l'impact qu'il peut y avoir lorsqu'il y a des inégalités de santé. Diapo suivante.
Un point important, je dirais, c'est lorsque des études scientifiques sont publiées et qu'il y a un parti pris de la part des auteurs, eh bien, ça peut faire beaucoup de mal. Je cite cette étude, dont l'un des auteurs est Stanton Glantz. Alors, Stanton Glantz, je vous rappelle que c'est lui qui, il y a des années, a dénoncé, on va dire, la position de l'industrie du tabac par rapport à la place que pouvait avoir la nicotine et le fait que l'industrie du tabac a masqué pendant de nombreuses années qu'on pouvait devenir dépendant du tabac à cause de la nicotine. Donc Stanton Glantz a fait cette étude. Alors moi, je ne vois plus le diaporama, mais c'est pas... Oui, pas grave. c'est un participant qui avait pris la main sur la réunion et comme il est parti, ça a tout. Je fais au mieux. Alors, ce que je veux dire, c'est que dans cette étude, on a eu l'impression que des personnes qui se sont mises à vapoter ont fait dans un deuxième temps un infarctus du myocarde. La réalité était tout autre. C'est que des personnes qui fumaient du tabac ont fait un infarctus du myocarde, ont arrêté de fumer du tabac et se sont mis à la vape. Donc les auteurs ont simplement modifié la chronologie d'apparition des faits et il a fallu presque une année pour que cette étude soit, on va dire, dénoncée. Et il a fallu, on va dire, l'action d'un épidémiologiste que je connais bien aux États-Unis, Brad Rodu, de manière à ce que l'on puisse faire le point. Voilà. Donc, je reviens à vous, voir si le diaporama est là. Non. Alors, je vais continuer parce que je l'ai devant moi, mais c'est peut-être pas très intéressant pour vous de m'écouter, de ne rien voir. Pourquoi j'ai cité cette étude? C'est simplement que dans le rapport du Haut Conseil de santé publique qui avait été publié en fin 2021, cette étude, qui a été rétractée, et qui était déjà rétractée au moment où le rapport a été publié, eh bien, elle est citée parmi les sources. Donc, vous voyez, on suit dans un rapport officiel une étude rétractée. Bon, moi, je trouve que ce n'est pas très objectif de citer une étude, parce que, bien sûr, sur les 2-3 pages qui présentent cette étude, il est écrit sur une ligne que, après publication, cette information a été demandée aux auteurs qui n'ont pas pu la fournir. OK. Donc, c'était simplement le fait qu'elle était faussée. Diapo suivante. Là, c'est ce que je viens de vous dire. Diapo suivante. Donc, c'est dans l'avis du Haut Conseil de santé publique publié fin 2021, on met en référence des études rétractées. Sachez qu'il en existe une autre où on pointait du doigt, on va dire, le risque en vapotant vous voyez, un risque multiplié par 2,2 de faire un cancer. Faux. Donc, diapo suivante, cette étude a été à nouveau rétractée. Donc, c'est vrai que c'est quand même compliqué quand on entend, et c'est repris des fois par, pas que par François, mais par des revues prédatrices ou même dès qu'il y a quelque chose qui semble sortir un peu de l'ordinaire, tout le monde se jette dessus. Et malheureusement, quand une fake news est diffusée, et entre autres sur les réseaux sociaux, c'est des fois très long, très compliqué à revenir dessus. Alors, on met 4, on va dire, pontes de la tabacologie au niveau mondial, Kenneth Warner, Neil Benowitz, Anne McNeil, qui est anglaise, et puis Nancy Ricotti, notre américaine, ont publié, on va dire, un article que j'ai fait, on va dire, prendre en compte dans l'un des numéros de la lettre de la Société francophone de tabacologie. Alors, le titre, c'est « Les cigarettes électroniques contenant de la nicotine représentent un outil pour l'arrêt du tabac ». Diapo suivante. Je vais prendre quelques petits éléments. Il montre que les conseils à donner aux patients sur la cigarette électronique, c'est de dire que ça peut aider les personnes à sortir du tabagisme, bien sûr, et que utiliser la vape, c'est quand même bien moins dangereux que de continuer à fumer du tabac. Diapo suivante, je vais laisser passer ces éléments. Comme c'est enregistré, vous pourrez, on va dire, les regarder. Et j'en ai fait, on va dire, un résumé en français sur le site Addicted. Alors,
Voilà un petit peu le plan de ce que je vais suivre maintenant. Je reviens sur vraiment une réalité. La vape, ce n'est pas à risque zéro, bien sûr, mais on va dire en arrêtant complètement de fumer et en passant à la vape, il y a une réduction de risque qui est indéniable. Je vais vous présenter les recommandations officielles. Hein. Elles sont là, et c'est vrai que c'est une réalité, mais qu'il existe bon nombre de publications. Il y a entre autres ce qu'on appelle les revues Cochrane, de la Cochrane Library, qui ont été faites en 2021, en 2022 et en 2023, montrant, on va dire, que le recours à la vape, en particulier pour sortir du tabagisme, eh bien, il y a un niveau de preuve qui est passé de modéré à élevé. Donc, c'est quand même une réalité unique. Une étude française qui montre qu'à 12 et 24 mois dans le sevrage tabagique, eh bien, la vape donne de meilleurs résultats que les substituts nicotiniques, traitement nicotinique de substitution. Un mot sur la vape pendant la grossesse. Et je sais que ce matin, il y avait une session qui a reprécisé, on va dire, qu'il ne fallait pas décourager d'avoir recours à la vape pendant la grossesse. Et puis, quelques petits points sur les bénéfices, on va dire à court terme, à 2-3 mois après l'arrêt du tabac, quand on passe à la vape, sur le plan, on va dire, cardiovasculaire, sur la fonction endothéliale. Diapo suivante. Alors, je reprécise quand même que l'arrêt du tabac, il y a, on va dire, des textes officiels de la Haute Autorité de Santé qui datent de 2014. Alors, sachez qu'en ce moment, un groupe de travail a été, on va dire, créé, que tout le monde doit réfléchir sur une évolution, une mise à niveau de ces recommandations qui sortiront normalement l'année prochaine, mais on positionne vraiment, dans un premier temps, la HAS dit il y a les substituts nicotiniques, et puis éventuellement des médicaments, Varenicline, le Champix, mais ça fait 3 ans que Pfizer l'a retiré du commerce. D'une part, les vaccins anti-Covid lui ont rapporté beaucoup d'argent. D'autre part, la varénicline est tombée dans le domaine public. Donc, maintenant, on va pouvoir avoir des génériques bien moins chers. Et puis, il y a le bupropion, Alziban, qui est un dérivé d'amphétamine et puis qui présente, on va dire, un certain nombre de contre-indications à la prescription. Repréciser qu'il y a, on va dire, au-delà de la dépendance nicotinique, une dépendance comportementale et avec, on va dire, des méthodes comme la cohérence cardiaque, méditation pleine conscience, qui peuvent être proposées, l'hypnose, acupuncture, qui, selon l'avis de la Haute Autorité de Santé, peuvent être proposées, mais on ne peut pas faire d'études en double aveugle pour montrer l'efficacité de ces techniques. Et puis la réduction de risque, la vape, parce qu'il n'y a pas de monoxyde de carbone, beaucoup moins de substances irritantes et cancérogènes. Diapo suivante. Alors, ça je vais passer rapidement, vous en êtes bien conscient que pour passer, on va dire, d'un comportement où je fume, je suis bien avec mon comportement, peut-être que je commence à avoir des effets négatifs, je vais prendre la décision d'arrêter, je vais arrêter, voire j'arrête, mais je rechute. C'est ce fameux cycle de Prochaska qui fait qu'il faut se sentir capable, être prêt, de choisir le bon moment pour s'arrêter de fumer, bien sûr. Diapo suivante. L'objectif, c'est l'arrêt total du tabac. Et si on passe à la vape, je vais y revenir, c'est de ne pas penser à réduire sa consommation de tabac tout en vapotant, parce qu'il n'aura pas de bénéfice, on va dire, pour la santé. Et là, je reprécise que si on essaie d'arrêter tout seul sans rien prendre, le phénomène d'autotitration fait que le fait d'avoir besoin de nicotine, même si on réduit le nombre de cigarettes, eh bien, l'organisme ayant besoin d'une dose bien précise de nicotine va tirer beaucoup plus sur les bouffées de cigarettes, va inhaler plus profondément, et donc il n'y aura aucun bénéfice. Et de repréciser que même quand on fume peu, d'1 à 4 cigarettes par jour, il n'y a pas de bénéfice en termes de mortalité toute cause, mortalité par maladie cardiaque ou par cancer du poumon. Mais bon, quand une personne décide d'arrêter de fumer, qu'elle passe par une réduction de consommation, on lui dit que c'est déjà une première étape intermédiaire. C'est très bien, mais que tant qu'il n'aura pas complètement arrêté de fumer, il n'y aura pas de bénéfice à moyen ou à long terme pour sa santé. Diapo suivante. Alors, la vape, eh bien, on peut y recourir seul, avec ou sans nicotine, avec ou sans arôme, et on peut très bien associer la vape au substitut nicotinique.
C'est un objectif intermédiaire après l'arrêt total du tabac. Alors, intermédiaire, ce n'est pas quelques jours, quelques semaines, hein, ça peut être des mois, voire des années. L'important, et je pense que tout le monde est bien d'accord, c'est de ne pas repartir à une consommation de tabac. C'est tout sauf du tabac fumé. Et nos amis anglais, eux, depuis 2015, pardon, le NHS, hein, le service de santé, le ministère de la Santé anglais, ont déclaré, et ça se, on va dire, confirme chaque année, en Angleterre, le recours à la vape, c'est une réduction de risque de 95%. Ce n'est pas 5, 10, 15%, non, 95%. Et cette année, hein, le ministère de la Santé anglais a distribué gratuitement 1 million de vapoteuses aux plus nécessiteux. En France, des associations comme la Vape du Cœur interviennent en milieu, on va dire, carcéral, en prison, pour proposer la vape, hein, pour éviter, on va dire, d'avoir une surconsommation de tabac. Donc, cette réduction de risque, la vape, cigarette électronique, et puis le terme, on va dire, que l'on peut trouver, c'est SEDEN, hein, système électronique de délivrance de nicotine. C'est une alternative à l'arrêt du tabac. L'important, hein, c'est de supprimer à terme, on va dire, ce qui était lié à la combustion, hein, du tabac, et de parler d'une fumée. Il n'y a pas avec la vape de fumée, hein, il y a de la vapeur d'eau, on va revenir rapidement, qui se forme. Il n'y a pas de combustion incomplète, il n'y a donc pas, on va dire, bon nombre de substances qu'on va retrouver, pas de monoxyde de carbone et beaucoup moins d'irritants et cancérogènes. Diapo suivante. Je cite cette étude de Gonivitz, hein, qui date maintenant de 2013, une dizaine d'années, à l'époque où les modèles, on va dire, de vapoteuses étaient bien différents de ceux que l'on a actuellement. Simplement pour dire que par rapport à la cigarette classique, le taux de substances cancérigènes que sont le formaldéhyde, l'acétaldéhyde et puis les nitrosamines NNN et NNK, eh bien, le taux est de 9 à 450 fois moins élevé avec la vape que dans la cigarette classique. Et puis l'acroléine, hein, qui est un irritant, hein, c'est quand vous faites... Quand vous mettez du beurre dans une poêle et puis que vous oubliez le beurre, au bout d'un certain temps, vous avez de la fumée, une substance noire à la place du beurre, c'est de l'acroléine qui s'est formée. Donc, les taux de différentes substances sont bien moindres dans la vape que dans la cigarette classique. Diapo suivante. Là, on peut avancer pour montrer que depuis Onkli, qui avait créé, on va dire, cette première cigarette électronique à Hong Kong, eh bien, les modèles ont évolué et actuellement, on a quand même des mods, des pods qui permettent, on va dire, d'organiser un petit peu le contenu, de pouvoir après choisir, diapo suivante, une quantité de substances qui vont permettre de créer la vapeur d'eau, c'est-à-dire le propylène glycol, PG, et puis la glycérine végétale. Et s'il y a, on va dire, beaucoup de propylène glycol, on peut retrouver la sensation qu'ont les fumeurs de tabac habituellement de ce petit heat throw, hein, qu'on a au niveau du larynx. Et puis, lorsque on voit des personnes qui vapotent avec un nuage de vapeur d'eau important, c'est que on va dire, la proportion de glycérine végétale est plus élevée, avec, on va dire, des risques d'encrassage des résistances, hein. Il y a donc cette base avec ces deux substances. Il peut y avoir de la nicotine, hein, avec un taux qui va donc de 0 mg par millilitre jusqu'à 19,99, inférieur à 20 mg par millilitre, hein, sinon on passerait au statut de, on va dire, de médicament, d'autorisation de mise sur le marché. De l'eau, oui, des arômes, et on pourra revenir sur les différents arômes en sachant que bon nombre de pays essaient de restreindre les arômes au tabac, voire la menthe, mais pas les autres. Et quand même, je reprends le titre d'un petit ouvrage de Bertrand Totzenberg, le plaisir d'arrêter de fumer, hein, c'est souvent grâce aux arômes. Mais de nombreux pays interdisent les arômes, ce qui fait qu'on voit parfois la consommation de tabac repartir. Et puis, il peut y avoir éventuellement jusqu'à 2% d'alcool qui joue un rôle encore dans la fluidification. Diapo suivante. Alors, les recommandations officielles,
c'était celle de la Haute Autorité de Santé. Donc là, on est sur des textes, comme je vous le disais, qui vont être revus. Et en 2014, c'est HAS ne recommande pas la cigarette électronique comme outil de l'arrêt du tabac. Mais cet avis a été suivi par d'autres. Ce qui est en vert, c'est le premier avis du Haut Conseil de santé publique qui a été fait en 2016. Et le Haut Conseil disait qu'il recommandait d'informer sans en faire publicité les professionnels de santé et les fumeurs que la cigarette électronique est un outil d'aide à l'arrêt du tabac et apparaît être un mode de réduction des risques. Et puis, subitement, il s'est passé quelque chose entre 2016 et 2021. Et il y a eu du rétropédalage de la part du Haut Conseil de santé publique qui dit, vu les connaissances fondées sur les preuves, elles sont insuffisantes, donc on ne peut pas les proposer comme une aide au sevrage tabagique. Voilà, donc ça date de fin 2021. Et bien sûr, ça a servi, on va dire, de base pour que la Direction générale de la santé, Santé publique France, et puis très récemment Amélie, les caisses d'assurance maladie, se basent sur cet avis pour dire non, on ne recommande pas la vape. Diapo suivante. Il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps, nous avions travaillé, Société francophone de tabacologie, avec la Société de pneumologie de langue française, et avec un certain nombre d'allers-retours. C'est vrai, nous avions réussi à concocter, on va dire, un communiqué de presse commun qui précisait que ne plus fumer est le premier objectif, ça on est bien d'accord, en particulier lorsqu'on a des maladies respiratoires chroniques, que la cigarette électronique est probablement une aide efficace pour arrêter de fumer, à utiliser de manière transitoire et proscrite chez les non-fumeurs et chez les mineurs. Et puis, un point important qui était déjà spécifié, le vapofumage ne réduit pas les risques. Ça, c'était 1er novembre 2019, donc c'était quand même quelque chose qui est un peu différent, on va dire, des recommandations du Conseil de santé publique. Et puis, bon, je me réfère à une étude encore récente qui met complètement en bas à gauche la nocivité, vous voyez qu'elle est quand même très faible, de la e-cigarette au même niveau, on va dire, que les substituts nicotiniques. Et vous voyez à droite, par contre, cigarettes, les cigares, et ainsi de suite. Donc, extrême toxicité et beaucoup moins, on va dire, à risque, eh bien, tout ce qui contient de la nicotine. Diapo suivante. Alors, là, vous ne voyez rien sur ces diapos. Les revues Cochrane, c'est de reprendre, on va dire, dans la littérature scientifique et publications dans des revues à comité de lecture internationale, des publications où on a, on va dire, des comparaisons qui sont possibles entre ces études en termes d'échantillons, en termes de méthodologie, en termes de résultats exploitables. Et là, en 2021, il avait été montré que le recours à la vape présentait, on va dire, une efficacité plus élevée que les substituts nicotiniques. Diapo suivante, et que bien sûr, prendre de la vape avec de la nicotine était bien sûr plus efficace que de la vape sans nicotine. Diapo suivante. Je pense qu'il y a peut-être le détail. Monsieur Caffarel qui a pris la main sur le PowerPoint. Oui, je ne sais pas comment c'est possible. Alors, en 2022, il y a eu, on va dire, une mise à jour de la Cochrane. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des publications nouvelles. Et puis, il y en a eu encore plus récemment en 2023. Et là, je pense que vous allez peut-être avoir la présentation de la dernière Cochrane. Bon, celle de 2021, ce n'est pas très important. En 2022, on avait plus d'études et apparaît sur la diapo qui va peut-être revenir, on va dire un certain nombre de critères que l'on recherche lorsqu'il y a ce qu'on appelle des méta-analyses. Et on recherche un certain nombre de biais, dont un qui est le biais de publication. En fait, quand on a des résultats qui ne sont pas ceux auxquels on s'attend, eh bien, on va peut-être avoir tendance à ne pas les publier.
Et puis après, il peut y avoir de l'hétérogénéité entre les différentes études. Et on dispose, on va dire, d'indices, d'éléments qui permettent d'en tenir compte. Donc là, j'en suis approximativement à la diapo 44, si vous plaît. Voilà. Voilà, on est juste après. Voilà. Donc ça, c'était la. On y était dessus à l'instant. Voilà, la 2022, vous voyez à droite des tas de petits points verts. Ce sont les risques de biais. Et si le point est vert, ça veut dire que ces biais ont été éliminés. Donc, le niveau de preuve par rapport à l'efficacité de la VAP dans le sevrage tabagique est passé de modéré à élevé. Diapo suivante. L'an dernier, au congrès de la Société francophone de tabacologie, nous avions invité Martine Dockrell, qui travaille au ministère de la Santé du Royaume-Uni, et il avait quand même, se basant sur la revue Cochrane, précisé qu'il existe des données probantes avec un niveau de certitude élevé que les cigarettes électroniques avec nicotine augmentent les taux d'arrêt par rapport aux substituts nicotiniques. Diapo suivante. Et depuis l'an dernier, il y a, on va dire, la 2023. Et vous voyez que là, on a quand même un effectif non négligeable de plus de 157 000 personnes. Et donc, ces différentes études ont permis de montrer, on va dire, l'efficacité de la VAP avec, comme je vous le disais à l'instant, un niveau de preuve élevé. Et dans cette étude de Cochrane, alors, oui, non, c'était très bien, celle d'avant. On a non seulement pris en compte voilà, la cigarette électronique. Vous voyez, il y a 4 petits numéros qui vont de 1 à 4. On a comparé aux substituts nicotiniques, d'une part, nicotine E6, c'est donc la cigarette électronique avec nicotine, la varénicline en 2, le Champix, en 3, la citizine, ça vous dit peut-être quelque chose ou pas, on en reparlera. La citizine, dans certains pays de l'Est, c'est le Tabex, c'est une plante, et la citizine agit sur les mêmes récepteurs, les alpha-4, bêta-2, comme la varénicline, sauf que la citizine, si on la commercialise, elle coûtera 10 fois moins cher que la varénicline, donc vous voyez, ça n'intéresse pas les labos. Et puis en 4, il y avait, vous voyez, patch nicotinique plus les formes orales. Eh bien, par rapport à un placebo, c'est sûr que d'avoir recours à ces substances augmente les chances de sevrage tabagique. Diapo suivante. Ce qui fait que sur une population, on va dire, d'une centaine de personnes, eh bien, VAP, varénicline et citizine sont les plus susceptibles d'aider les patients à arrêter de fumer. Vous voyez, sur 100 personnes, 10 à 19 vont arrêter avec la VAP, 12 à 16 avec le Champix, varénicline, et 10 à 18 avec la citizine. Et les personnes qui utilisent les 2 formes de substituts nicotiniques, c'est-à-dire patch plus forme orale, ont des taux d'arrêt du tabac similaires à ceux qui utilisent la VAP, la varénicline ou la citizine. Diapo suivante. Il faut savoir que la citizine, actuellement en Europe, elle est peu utilisée, sauf en Espagne, depuis le mois de février. Une expérimentation est en cours et donc peut-être qu'on va la voir arriver en France avec un coût, on va dire, pour les patients moindre. Là, c'est une petite vidéo, je ne sais pas si vous allez pouvoir l'entendre. C'est une patiente du professeur Bertrand Stolzenberg qui a une consultation, on va dire, dédiée à la VAP. Et l'an dernier, cette jeune femme enceinte est venue le voir. Et alors, je pense qu'il y a peut-être des difficultés à l'entendre. Elle lui explique qu'elle a arrêté de fumer. Et quand elle a vu son gynéco en début de grossesse, eh bien, son gynéco lui a dit « Ouh là là, la VAP, surtout pas. Allez, vous allez reprendre quelques cigarettes, vous allez voir, ça va vous déstresser. C'est bien moins pire. » Et elle vient et en pleurs, elle explique. Voilà. Bon, on va passer à la diapo suivante. Mais donc, elle vient et elle dit, ben voilà, on m'a dit de faire ça et c'est compliqué. Alors, on dispose quand même d'études qui apparaissent au niveau de la Cochrane, mais comme il y en a peu, elles sont peu prises en compte. Il y a une étude irlandaise là, de McDonnell qui a été faite sur près de 450 femmes enceintes.
Et ce qui est montré, c'est qu'il y a des femmes qui vapotent, d'autres qui fument du tabac, d'autres qui ne fument pas. Eh bien, on observe qu'au moment de l'accouchement, le poids de naissance des enfants de vapoteuses est identique à celui des enfants de femmes qui ne fument pas. Et il est supérieur, ce poids de naissance des enfants vapoteuses, supérieur au poids de naissance des enfants dont la mère a fumé du tabac. Voilà. Diapo suivante. Un élément supplémentaire, c'est que les femmes qui ont vapoté sont plus nombreuses à allaiter après l'accouchement. Donc, je dirais qu'il y a encore un bénéfice parce que on va retrouver dans le lait des choses, dont la nicotine. Donc, c'est vrai que l'on conseille de différer de fumer une cigarette du moment où on va allaiter, comme on pourrait le dire, d'éviter de consommer de l'alcool à ce moment-là pour éviter d'en faire profiter le nouveau-né. Diapo suivante. On a depuis cette première étude deux autres études, celle de Peter Hayek, là, qui date de 2022, qui montre que lorsqu'on a des femmes qui vapotent et d'autres qui mettent des substituts nicotiniques, le taux d'abstinence en fin de grossesse est augmenté. Alors, augmenté de 93%, vous voyez que les chiffres, il y a 6,8% de vapoteuses qui ont arrêté de fumer, contre 3,6% dans celles qui ont mis des patchs. Mais qu'il y a moins d'enfants de petit poids de naissance dans le groupe VAP, ce qui est loin d'être négligeable. Diapo suivante. Et là, c'est une étude qui a été publiée cette année. Encore près de 1330 femmes enceintes qui ont été suivies, avec des vapoteuses avant la grossesse, des vapoteuses pendant, et puis celles qui ont utilisé des substituts nicotiniques pendant la grossesse. Eh bien, comparativement aux femmes qui ont utilisé un substitut nicotinique pendant la grossesse, celles qui ont vapoté, eh bien, ont de meilleurs résultats. On retrouve ceci, mais vous ne voyez rien, sur l'efficacité, on va dire, de la vape pendant la grossesse dans cette étude Cochrane qui a été publiée cette année. Diapo suivante. Voilà. Juste un mot pour dire, les substituts nicotiniques, c'est très bien, mais vous savez qu'à 6 mois, voire à 1 an, on sait que le taux, on va dire, d'efficacité est de 20 à 25%. Cette étude-là montre qu'à 1 an, eh bien, l'efficacité des substituts nicotiniques, il est que de, vous voyez, 20%, un petit peu moindre avec la varénicline ou le bupropion. Donc, les bénéfices de l'arrêt du tabac avec les substituts nicotiniques, il est important, on va dire, dans les 3 à 6 mois, 1 an, mais à partir d'1 an, voire 2 ans, il s'essouffle. Diapo suivante. Et ceci a été, on va dire, récemment, on va dire, confirmé. Oui, bonjour. Par des collègues françaises, Mathilde Fécom et Maria Melchior, ont publié fin 2022 cette étude qui montre, on va dire, l'efficacité partielle des substituts nicotiniques. Diapo suivante. Voilà. Le recours à la cigarette électronique est associé avec un taux de sevrage tabagique à 6 mois plus élevé que les substituts nicotiniques, une augmentation de 38%, alors que l'usage de la cigarette électronique seule ou combinée avec, bien sûr, la substitut nicotinique et la vape, ça marche mieux que lorsque les substituts nicotiniques sont pris seuls. C'est loin d'être négligeable également, ceci. Parce que ce qu'il faut savoir, pas spécialement par rapport à ça, mais par rapport à la grossesse, c'est de savoir que pendant la grossesse, le métabolisme de la nicotine est accéléré. Donc, que s'il y a un besoin de nicotine sous la forme de substitut nicotinique de vape, pendant la grossesse, il faut donner une quantité de nicotine plus importante parce qu'elle va être dégradée plus rapidement. Diapo suivante. Là, j'en ai bientôt terminé pour vous montrer, là, dans cette étude, on a voulu voir si, à moyen terme, le recours à la vape après un arrêt du tabac pouvait, on va dire, modifier encore ce qu'on appelle la fonction endothéliale, c'est de voir, non pas la rigidité, mais éventuellement la dilatation qui peut être, on va dire, observée lorsqu'il y a du monoxyde de carbone, et de voir
ce qu'il en est dans un groupe où il y a de la vape avec nicotine, un groupe où il y a de la vape sans nicotine, un groupe où il y a des substituts nicotiniques. Diapo suivante, ce que l'on montre, c'est que voilà, sur la partie droite et en bas, que s'il y a une petite modification de la fonction endothéliale avec les substituts nicotiniques ou avec la vape avec nicotine, eh bien cette, entre guillemets, mauvaise fonction, dysfonction endothéliale, entre autres au niveau des artères qui irriguent le cœur, hein, les artères coronaires, eh bien le spasme artériel et les plaques d'athérosclérose qui pourraient se former, il y a une réduction qui est rapide, hein, entre 3 et 6 mois. Donc, pour montrer que là, il y a un bénéfice. Une question qui se pose aussi, c'est oui, mais bon, quand on passe à la vape, hein, on va rester accro, on va être dépendant, donc on reste. C'est pas une bonne chose. Eh bien, on a encore une étude. Alors, il est sur le site de la Société francophone de tobacco, parce que je l'avais présenté en 2020 dans une présentation où je parlais de la place de la vape dans le sevrage tabagique. Diapo suivante. C'est grâce, on va dire, à un groupe que connaît bien Laurent Vapolitique et Philippe Poisson. Là, vous avez 2 histogrammes. À gauche, les vapoteurs exclusifs. À droite, des fumeurs de tabac exclusifs. Et c'est le degré de dépendance à la nicotine qui peut exister. Et vous voyez à gauche, 8% qui sont dans le rouge. 8% de forts dépendants de la nicotine dans le groupe vape. Et il y en a 6 fois plus, 48% dans le groupe, on va dire, fumeurs de tabac exclusifs. Et à contrario, 64% des vapoteurs exclusifs qui ont, on va dire, une faible dépendance à la nicotine. Et vous voyez que ça ne représente qu'un taux bien plus faible, hein, qui est de 13 ou 15% chez les fumeurs de tabac exclusifs. Diapo suivante. Donc oui, il peut y avoir une dépendance, mais elle est bien moindre. Et puis, un point important par rapport à la vape, c'est le contenu. Le contenant, c'est une chose, mais le contenu. Et en 2020, aux États-Unis, il y a eu une épidémie. C'est vrai, on parle souvent d'épidémie. En France, on parle d'épidémie infantile de tabagisme qu'on n'arrive toujours pas à voir venir, et tant mieux. Aux États-Unis, on a voulu attribuer à la vape des pneumopathies, des pneumonies lipidiques. Et le centre de contrôle des maladies, le CDC, a pris beaucoup de temps, près de 9 mois, avant de dire non, ce n'était pas la vape, mais c'est pas la vape et la nicotine. On va dire de l'huile de cannabis avec parfois de l'acétate de vitamine E, et que c'est à cause de cela qu'il y a pu y avoir ces maladies chez un certain nombre de personnes. Et puis un point qui me semble important, on en parle depuis quelques mois, le CBD, le cannabidiol, parce qu'on peut le trouver en vente dans de nombreuses boutiques. Eh bien, il faut savoir que le cannabidiol, il n'est jamais pur. On peut trouver un tétrage de tétrahydrocannabidol, THC, mais tant que le taux est inférieur à 0,3%, ça peut être vendu. Malheureusement, tous les lots ne sont pas, on va dire, contrôlés. Et ce qui fait que parfois, lorsqu'il y a un contrôle par on va dire, un dépistage qui soit ou salivaire ou sanguin, on peut se retrouver avec un taux de tétrahydrocannabinol élevé et être considéré comme un fumeur de cannabis invétéré. Et ça peut donner suite à un certain nombre d'amendes ou plus. Et puis, il faut savoir que le CBD était vendu avec une substance, le HHC, qui est maintenant interdit à la vente, mais bon, il a été remplacé par un autre produit. Donc, être bien conscient que la vape, ça ne s'achète pas n'importe où. Il y a des distributeurs indépendants de l'industrie du tabac, ils sont quand même 80%, et chez eux, on ne va pas vous vendre du tabac chauffé à la place de la vape, avec parfois des normes AFNOR pour on va dire les vendeurs de vape qui ont demandé, on va dire, à faire contrôler le contenu. Donc, c'est important d'acheter en boutique chez un distributeur indépendant. Diapo suivante. Je pense que j'en ai peut-être bientôt. Ah oui, tabac chauffé. Il faut en dire un mot parce que bien souvent, moi j'ai des patients qui viennent en me disant, voyez, regardez, je suis passé à la vape. Je dis, Aïkos, non, non. Ça, c'est Philippe Morris International. C'est du tabac chauffé.
il y a presque de la combustion, hein, il y a de la pyrolyse, donc il y a du monoxyde de carbone, il y a des trucs. C'est moins pire que le tabac, mais ça n'a rien à voir avec la vape. Alors, IQOS, c'est I Quit Ordinary Smoking, c'est l'acronyme national. Il y a Plume au Japon, où là-bas la vape est interdite, et puis GLO de British American Tobacco. Diapo suivante. Ce sont des, comment dire, on va utiliser de la poudre de tête montée en température et on va à ce moment-là inhaler. Voilà, donc là c'est IQOS, des mini-cigarettes, donc les HITS, qui vont être chauffées à moins de 350 degrés. Là c'est la version, on va dire, Plume. Vous voyez, ça ressemble un petit peu aux petites dosettes de Nespresso ou autre. Là c'est chauffé à 180 degrés. Et puis le troisième, mini-cigarette, 240 degrés. Mais vous voyez, ça permet d'avoir 8 à 10 bouffées et à utiliser dans les 10 minutes. Donc, si vous ne l'utilisez pas dans les 10 minutes, il faut en reprendre d'autres. Donc, ça pousse à la consommation. Et a priori, c'est même plus cher que du vrai tabac. Diapo suivante. Tabac chauffé. La composition chimique. Alors, c'est une étude qui a manqué de ne pas être publiée parce que Reto Hauer l'avait soumis à la revue donc, JAMA International Medicine. Et Philippe Maurice International a envoyé un courrier au patron de Reto Hauer, qui se trouve être Jacques Cornuse, qui travaille à Lausanne, qui est l'ancien recteur de l'université, qui est maintenant le patron de Unisanté, hein, une structure de santé publique. Et donc, Reto Hauer, qu'est-ce qu'il a montré? Que le taux d'acroléine, de basaldéhyde ou de formaldéhyde, il était quand même pas absent, que le tabac était chauffé, fortement chauffé, pyrolysé, qu'il y avait du monoxyde de carbone, qu'il y avait de l'acétaldéhyde, nombreuses substances cancérigènes. Et je comprends que c'est un peu l'industrie que tabac chauffé, c'était quand même pas si sans risque. Voilà. Et que tabac chauffé par rapport à la cigarette électronique, il y a quand même des différences. Diapo suivante. Il y a eu depuis d'autres études. Ce qui a pu être montré, c'est qu'à court terme, la présence de monoxyde de carbone diminue la saturation d'oxygène et que ça peut aussi modifier l'exploration fonctionnelle respiratoire. Et que la nicotine, il n'y a pas 100% de ce qu'il y a chez le fumeur de tabac, mais il y en a quand même une bonne proportion. Diapo suivante. Comme je vous le disais, il a été proposé cette année de donner 1 million de vapes à des personnes qui, bien sûr, le désiraient. Que c'est proposé aux femmes, il est proposé, aux femmes enceintes, une incitation financière à arrêter de fumer. Sachez que ça a été étudié par Yvan Berlin à la Salpêtrière. Cela, et je pense qu'il y a une étude, alors soit le papier est sorti, soit il doit l'être bientôt. Jean-François Ether en Suisse l'avait déjà fait. Quand il y a, une incitation et qu'on voit des femmes enceintes tous les mois, qu'on vérifie qu'il n'y a pas de monoxyde de carbone, soit par le CO-testeur, soit en termes de cotinine urinaire, eh bien, on remet un chèque et s'ils reviennent le mois d'après encore, et ça permet, cette incitation financière à faire, les 9 mois de grossesse sans fumer du tabac. Diapo suivante. Voilà, j'en arrive un petit peu à la fin de manière à pouvoir laisser la place aux questions s'il y en a. La vape est l'amie du fumeur qui décide d'arrêter de fumer, qu'elle soit seule ou associée à des substituts nicotiniques. Elle s'inscrit dans la réduction de risque, comme le précisent nos collègues anglais depuis 2015, et que ce n'est pas une porte d'entrée dans le tabagisme. Et normalement, juste après, j'ai dû rajouter, à moins que vous n'ayez pas la dernière bonne version, c'est ce matin, donc c'est tout frais de ce matin, Bertrand Tottenberg a présenté en plénière dans une session consacrée à la vape cette étude là que nous avons publiée il y a quelques semaines. Diapo suivante, qui montre que finalement, on dispose d'un certain nombre d'études où on suit dans le temps une population en prenant au départ des personnes qui n'ont jamais fumé, jamais vapoté, et puis une autre un petit peu qui est celle des vapoteurs, de manière à voir si
6 mois, 1 an plus tard, ils ont continué à vapoter ou bien s'ils sont passés au tabac. Et on a fait une revue de la littérature, repris bon nombre de méta-analyses et on que finalement étaient exclus des échantillons de départ des vapofumeurs, enfin des personnes qui normalement nous intéressent et que lorsqu'on les prend en compte, diapo suivante, eh bien ça modifie largement les résultats. Donc vous voyez ce qu'on appelle des sous-cohortes, c'est les cohortes où on a éliminé, on va dire, entre autres des vapofumeurs, et ça exclut, vous voyez, parfois 64% des expérimentateurs de vape, et qu'on observe que la e-cigarette ne contribue qu'à 5% de l'expérimentation sur la cigarette au temps de suivi, qu'il existe de considérables différences entre la population initiale et puis la sous-cohorte, où on a exclu bon nombre de personnes, et que cette manière de présenter les résultats empêche toute évaluation d'un effet de dissuasion de la vape sur la cigarette. Diapo suivante, et c'est la deuxième partie, on va dire, de la conclusion, de dire que toutes les études finalement montrent qu'il y a un effet de dissuasion, un effet un peu distractif. Finalement, si on passe à la vape, dans un deuxième temps, ce n'est pas pour autant qu'on ira vers le tabac, mais si on y va, on ira moins longtemps avec parfois, on va dire, une sortie très rapide et puis que certains n'iront pas. Donc, finalement, on a des populations différentes et ça explique, on va dire, que depuis une dizaine d'années, on voit les données chez les lycéens, les collégiens, entre autres américains, où on a chaque année une étude qui est menée dans de nombreux États, et on voit que le tabagisme, lui, diminue, et ce n'est pas pour autant que lorsqu'il y a eu on va dire la possibilité de vapoter, que les chiffres ont commencé à s'inverser. Donc là, on observe même là, depuis l'an dernier une diminution du recours à la vape. Donc, comme le dit Bertrand, si l'abstinence nicotinique reste la meilleure option médicale, une réglementation excessive des cigarettes électroniques en raison d'une mauvaise interprétation des résultats peut être préjudiciable. Il semblerait qu'il y ait eu un bug pour Dr Harvers. J'essaie de voir s'il peut revenir parmi nous. Me revoilà. Ah. C'est tout bon pour vous? Oui. Donc, je pense qu'il y a une petite coupure de connexion après la présentation des résultats là de cette… Voilà, et donc, voilà. Cette petite image qu'a mis Bertrand Fosenberg, quand justement, on ne prend pas en compte une réalité, on se focalise sur autre chose et on passe à côté d'un phénomène. Et c'est vrai que nous avons demandé à 13 premiers auteurs d'études longitudinales, nous avons préparé un texte, on va dire un petit peu comment, en leur expliquant un petit peu le travail que nous avions fait et en leur demandant s'ils étaient prêts à, on va dire, à revenir sur leurs données pour justement réinjecter dans les sous-cohortes une partie de la population qui avait été écartée au départ, de manière à refaire, on va dire, une méta-analyse
sur ces différentes données. Mais c'est vrai que quand on ne prend pas en compte ce point, on se dit, bah oui, il y a peut-être une passerelle, même si l'étude française, et Stéphane Léglier est l'un des co-auteurs, Stéphane a publié dans Addiction il y a maintenant 3 ans, une étude qui a montré, elle, que lorsque des jeunes, alors c'était étude escapade, hein, pendant la journée, on va dire, défense citoyenneté, hein, eh bien, il a montré que lorsque des jeunes commençaient par la vape, eh bien, il y avait une diminution de risque à passer au tabac dans un deuxième temps qui était de 40%. Donc, on est à l'opposé d'une porte d'entrée. À la limite, ça minimise, hein, le risque de passer au tabac après. Mais ce n'est pas le discours actuel d'associations françaises qui, elles, continuent, même si les chiffres disent le contraire, à parler d'épidémie infantile de tabagisme. Et hier, je crois que c'est ce matin ou hier matin, c'est Olivier Lenézé de l'Observatoire français des drogues toxicomanies a donné les derniers chiffres de consommation régulière de tabac chez les jeunes Français. On est aux alentours de 5%. Ça n'augmente pas. Alors, c'est vrai que des jeunes Français se mettent à... Ils ont envie de ce qui est nouveau. Alors, le nouveau, c'est la cigarette électronique jetable, la puff. C'est pas bien, c'est évident. Hein, c'est sur le plan écologique, c'est de la nicotine. Il peut y avoir des taux élevés. Mais là, d'autres études nous montrent que quand on pose la question aux jeunes de savoir ce qu'il y a dans leur vape, beaucoup ne savent pas s'il y a de la nicotine ou pas. Et lorsqu'ils disent oui, il y a de la nicotine, et on leur demande le taux, ils ne le savent pas. Donc, voilà. Comme il y a eu, on va dire, un engouement aux États-Unis il y a 2-3 ans avec la Joule, hein, c'était des sels de nicotine avec des taux élevés. Ça, on est bien d'accord. Mais c'était nouveau. Ça ressemblait à une petite clé USB rechargeable. Et donc, la puff, normalement, les jeunes n'ont pas accès. Donc, ceux qui sont en tort, ce sont les buralistes, hein, qui les laissent, on va dire, acheter ces produits. Donc, de demander une loi pour interdire la puff alors qu'elle est déjà d'interdiction de vente aux mineurs, bon, voilà. Mais bon, hein, c'est peut-être un autre sujet. Diapo suivante, mais je pense que je dois en avoir a priori. Oui, là, je fais un petit peu de pub pour un journal que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Vapiou, qui est distribué dans bon nombre de distributeurs de vape en France. Et il y a eu, on va dire, diapo suivante, un certain nombre d'interviews de médecins ou de professionnels de santé, là, comme Benjamin Roland à Lyon. Diapo suivante, j'ai dû, moi, il y a déjà 2-3 ans peut-être, oui, ça c'est moi, et c'était, je ne sais plus ça, c'était peut-être 2018. Vous voyez, bon. Et je disais que c'était, voilà, plutôt une porte. Et puis, s'il y a besoin, comme je vous le citais tout à l'heure en introduction, le site Addicted, où il y a des articles sur le tabac, et puis sur un autre site qui s'appelle The Conversation en français, j'ai mis un certain nombre d'articles grand public qui sont faits à partir on va dire, de publications internationales. Diapo suivante. Voilà, eh bien, je vous remercie pour votre attention. Et puis, s'il y a des questions, je serai content d'y répondre si j'en suis capable. Merci pour cette présentation. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat tout à l'heure qui demandait... attendez que je la retrouve. Y a-t-il des chiffres sur les effets du tabac chauffé? Alors, on a au moins 2 études, alors faites encore par des Français, Romain Dussetoir et Gianni Zarcone, qui sont tous les deux de Lille, qui ont fait alors, une étude montrant, on va dire, ce qui était présent dans le tabac chauffé et 2-3 modèles de cigarettes électroniques, et l'effet au niveau de cellules épithéliales bronchiques humaines, de manière à montrer que le tabac chauffé, oui, il y avait moins de substances, de carbonyle ou on va dire, d'hydrocarbures aromatiques polycycliques
que dans le tabac, mais qu'avec la vape, la cigarette électronique, il y avait près de 89% moins de carbonyle et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dans la vape que dans le tabac. Tabac chauffé, c'est quelque chose qui est quand même assez récent, qui parfois est vendu chez les buralistes, et des personnes croient avoir une cigarette électronique, et en fait, ils ont IQOS. En Suisse, IQOS, pignon sur rue, a réussi à faire que les taxes sur le tabac chauffé soient moindres que celui sur la cigarette. Mais moi, non, je n'ai pas d'autres éléments. Peut-être que Laurent Caffarel ou d'autres parmi vous ont des éléments. Mais on est sur du tabac chauffé. Donc, en termes de réduction de risque, c'est comme différent. Ça se rapproche plus du tabac que de la vape, hein, en termes de composition. Mais c'est quelque chose qui coûte cher aussi, hein, et on est sur de la poudre, on va dire, de nicotine. Voilà. Et puis, savoir qu'en Europe, sauf en Suède, il y a ce fameux, on va dire, tabac sans fumée, hein, le smokeless tobacco. Alors, c'était le snus à une époque, hein, et bien maintenant, il y a ces sachets, ces pushs qui contiennent de la nicotine qui est fixée des fois sur des fibres végétales. Le snus, hein, c'était un peu ce qui a succédé à la chic. On avait du tabac dans la bouche et on laissait macérer. Alors, pas de combustion, donc il y a, on va dire, une réduction importante des cancers bronchopulmonaires. Par contre, au niveau, on va dire, de la cavité buccale, des voies aérodigestives supérieures, dans un premier temps, il y avait des nitrosamines qui sont des substances cancérigènes en grande quantité. Ça a évolué. Et maintenant, on a et la pub se fait dans ces pays, aux États-Unis, hein, de ces pushs de nicotine. On est sur de la nicotine, non pas synthétique la plupart des cas, ni de celle de nicotine, mais c'est un substitut, on va dire, qui n'est pas autorisé en Europe. Voilà. Snus et push de nicotine. Monsieur Caffarel, vous souhaitez prendre la parole? Laurent? Oui, juste pour ajouter à ce que disait le docteur Arvers. Concernant le tabac chauffé, on a quand même quelques études, dont certaines qui ont voulu être interdites par les cigarettiers, notamment Philip Morris, Philippe l'a dit. Concernant les risques, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pyrolyse ou combustion incomplète, une pyrolyse, c'est une combustion incomplète. Donc, on a du gaz carbonique, hein, le fameux CO, qui représente la majeure partie des causes de maladies et de décès qu'on attribue au tabac. Ça, c'est la première chose. Pour en faire l'expérience et pour vous donner une image, quand vous nettoyez votre four après avoir fait cuire un rôti ou un poulet et que vous le mettez en pyrolyse, vous vous rendez bien compte que quand vous fermez la porte et que vous choisissez pyrolyse, il y a une sécurité qui bloque la porte du four. Pourquoi? Parce que si vous la laissiez ouverte, vous auriez la fameuse acroléine dont parlait Philippe tout à l'heure, qui est cette fumée noire et âcre qui est difficilement supportable, qui irrite les yeux, la gorge, la bouche, qui fait tousser, etc. Donc les risques concernant le tabac chauffé sont certes légèrement moindres que le tabac fumé. Par contre, ce sont les mêmes risques et donc les mêmes causes de maladies qu'on va retrouver dans le tabac chauffé. Le tabac chauffé a été inventé par les cigarettiers pour une raison très simple, c'est qu'ils veulent garder captifs leur cheptel de fumeurs. Parce qu'ils savent très bien qu'à plus ou moins longue échéance, la cigarette devra disparaître. Il faut bien qu'ils trouvent un moyen de le remplacer par autre chose. Et ils jouent sur le tabac chauffé pour faire la confusion entre le tabac chauffé et la vape. Et ça marche très bien vis-à-vis des autorités de santé et des gouvernements, malheureusement. Et pour juste rebondir, lorsque l'on voit les chiffres, alors 2023, voire 2022, sur les ventes de Philip Morris ou bien de Japan Tobacco, on voit bien sûr les chiffres diminuer en termes de vente de tabac. Par contre, c'est contrebalancé par les ventes de tabac chauffé. Donc là, je dirais que même globalement, c'est même en augmentation les profits de Big Tobacco. Et il diversifie même en allant sur le SNUS. PMI a racheté il y a maintenant 2 ou 3 ans
une société anglaise qui, on va dire, commercialisait des les inhalateurs. Le but étant, en ayant cette société, de faire, on va dire, l'équivalent de ce qu'on a en France, même s'il n'est pas remboursé, l'inhaleur de nicotine. Et ils se mettent sur le marché, on va dire, des substituts nicotiniques. Karl Lagerström, qui a donné son nom au test d'évaluation de dépendance nicotinique, Karl vend, on va dire, maintenant des pouches de nicotine. Il m'a confirmé que c'était de la vraie nicotine, pas de la synthétique. Et sa société est labellisée par le ministère de la Santé suédois. Et donc, on peut l'acheter comme si on achetait un autre produit en pharmacie. Donc, il y a vraiment une diversification. Et là où on est, on va dire, on attend et on est un peu suspicieux, eh bien, l'industrie du tabac, elle en profite pour élargir son éventail et faire aussi des mélanges entre cigarettes électroniques et tabac chauffé. On finit par s'y perdre et c'est le but. Et puis, de trouver, pendant le mois sans tabac, d'avoir, ou même pour la journée mondiale, en disant chez le buraliste, de vendre à IQOS en disant oui, on arrête de fumer, mais nous on vous vend ce que propose l'industrie du tabac. Donc les profits sont toujours élevés pour eux. Pas mal de questions dans le chat. Retrouve-t-on du THC dans les urines d'utilisateurs de vape exclusifs qui utilisent du e-liquide CBD? Je dirais que ça peut ne pas être impossible. Bon, moi j'ai une population, on va dire, en consultation de militaires. Et c'est vrai que depuis plusieurs années, c'est le Conseil d'État qui avait donc dit au ministère des Armées, vous pouvez aller écrire une instruction ministérielle et si vous voulez à tout moment faire des contrôles inopinés, vous pouvez le faire. De temps en temps, il y a des contrôles et j'ai eu en consultation des personnes qui m'ont dit non, moi je n'ai que fumer ou vaporiser du CBD et je suis positif THC. Alors, je peux les croire en disant vous revenez me voir dans 2-3 semaines et si c'est négatif, c'est peut-être que. Mais c'est tout à fait possible, tout à fait possible du fait que rien n'est contrôlé, on va dire, à grande échelle. Des fois, sur un lot, on va peut-être prendre un échantillon, on va le faire parce qu'il n'y a pas de vente de CBD, de cannabidiol, on va dire, seul. C'est, on va dire, isolé à partir, on va dire, du cannabis. Et c'est donc avec des traces de THC. Le taux est passé de 0,2 à 0,3% en fin d'année dernière. C'est un seuil toléré. Mais c'est évident qu'on peut se retrouver positif. Moi, j'ai eu comme ça en consultation des militaires dont le dépistage urinaire avait été positif THC. Donc, c'est possible. On a pourtant des taux de dissection qui sont à 50 nanogrammes par millilitre, voire 80 nanogrammes. Bon, après, ils me racontent peut-être des coups. Ils ont pris du cannabis, puis sous prétexte que. Donc, nous, le message, c'est de dire, jusqu'à nouvel ordre, pas de CBD en service. Voilà. Avec une élimination qui peut être, si c'est de vapoter un peu de CBD de manière occasionnelle, au bout d'une semaine, logiquement, même s'il y avait du THC, on devrait ne pas le retrouver. Mais bon, ça existe, et s'il y a un contrôle routier ou autre, on peut dire être de bonne foi. Il n'y a pas, on va dire, de dépistage ni salivaire ou urinaire de cannabidiol. Donc, si on trouve du THC, c'est tout à fait possible de se retrouver à être un contrevenant, on va dire, à la loi. Une puéricultrice qui pose la question: que conseillez-vous aux jeunes parents quant à l'utilisation du vapotage à la naissance d'un enfant ou en présence de jeunes enfants? Alors, je dirais que la même chose que je dirais s'il fumait du tabac, de le faire en dehors, on va dire, de la pièce, même si on sait pertinemment que le vapotage passif, ce qui est, on va dire, exhalé, ça n'a rien à voir avec la fumée tertiaire du tabac. Donc, il peut y avoir parfois, oui, un peu de nicotine, il peut y avoir d'autres choses. Et c'est vrai que là, partout où il y avait des interdictions de fumer, des fois on a rajouté interdiction de vapoter, mais il y a eu quand même quelques mesures. Alors, il faudrait peut-être en faire un petit peu plus, de manière à doser dans l'air, après avoir vapoté les substances qui sont présentes. On sait qu'il peut y en avoir et ça ne va pas rester aussi longtemps
que lorsqu'on a fumé du tabac, parce que là, ça peut rester non pas quelques heures, mais des fois des jours, des semaines, des mois. Et des fois, on est surpris quand on retire le papier peint et qu'on voit la crasse, le noir, les goudrons qui sont sur les murs. Donc, de ne pas fumer dans la pièce, c'est peut-être plus par rapport à la gestuelle, et puis peut-être que ça ne soit pas une activité à partager on va dire ensemble, parce que par mimétisme, après, des gamins peuvent se dire, même si c'est interdit actuellement les cigarettes, alors c'était les cigarettes au chocolat ou autres, de mimer le geste des parents. Mais disons que sur le plan, on va dire, santé, le risque d'inhaler quelque chose, il n'est pas zéro encore, mais il est bien moindre. Alors, qu'est-il recommandé aux femmes enceintes utilisatrices d'une vapoteuse, arrêtée ou possibilité de continuer à moindre risque? Quelqu'un qui n'aurait pas entendu votre réponse tout à l'heure. Oui, disons que pendant la grossesse, on peut, à condition d'arrêter de fumer, je dirais même le mieux par rapport au tabac, parce que là, ça fait référence à une étude menée par Johanna Lepel et d'autres. Alors là, ce sont des collègues de l'Institut Albert Bonniot à Grenoble et de l'Université de Grenoble, où ils ont prélevé, on va dire, des placentas de femmes et ils ont tenu compte après du statut tabagique. Est-ce que la femme fumait avant la grossesse? Est-ce qu'elle a arrêté plus de 3 mois avant la grossesse, voire donc au moment du projet de conception, arrêté au moment de début de grossesse ou a continué à fumer? Et il a pu être montré qu'on retrouvait, on a fait une étude, on va dire, du génome, et là, l'épigénétique a montré qu'il pouvait y avoir des zones où certains gènes se retrouvaient comme ça, soit, on va dire, inhibés ou dont la présence était modulée, et que ces régions, normalement codées sur des risques que pouvaient avoir dans le futur les enfants, alors soit pendant l'enfance, soit pendant l'adolescence. Et ça rejoint une étude qui avait été faite il y a quelques années qui montrait que lorsque des grands-mères fumaient du tabac, dans la descendance, leurs filles ne fumaient pas, on pouvait retrouver chez les petits-enfants de l'asthme ou bien de la bronchite chronique. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Donc, le mieux, c'est de se dire, avec le conjoint, si l'un ou les deux fument, si on a un projet d'avoir un enfant ensemble, on arrête tous les deux. Et puis, c'est bien, ça permet de se motiver mutuellement. Et puis, si on va dire la dépendance nicotinique est forte, zéro tabac, on va dire, pendant la grossesse, et pourquoi pas la vape? Comme je le disais, des études ont montré qu'en fin de grossesse, il n'y a pas de monoxyde de carbone, ça vient d'être répété, il n'y a pas de combustion incomplète, donc il n'y a pas de retentissement sur le développement de l'enfant, sur la diminution du poids, donc pas de retard staturo-pondéral. Après, il y a un peu de nicotine. Okay. Comme pendant la grossesse, on va mettre patch, on mettra des patchs sur 16 heures, pas de patch la nuit pour qu'il y ait une petite fenêtre, on va dire, sans nicotine, mais de ne pas déconseiller. Ce qui ne serait pas bien, c'est qu'il y ait une consommation même modérée de tabac. Et la mini vidéo tout à l'heure, je montrais, c'était une femme qui avait arrêté, et puis le gynéco, mais ils sont assez nombreux de dire, ben non, quelques cigarettes par jour, c'est pas grave, parce que n'ont quand même pas toutes les informations et on sait pertinemment que même quelques cigarettes par jour a quand même une action néfaste. Donc là-bas, pendant la grossesse, on dispose de quand même plusieurs études qui montrent que c'est efficace pour éviter, on va dire, de rechuter. Et puis après, y compris pendant l'allaitement. Et puis si on a arrêté pendant la grossesse, on sait que bien souvent, les femmes arrêtent non pas pour elles, mais pour l'enfant qui va naître. Certaines vont continuer, on va dire, ne reprendront pas après la grossesse, mais ce n'est pas la majorité. Vous voyez les questions dans la conversation? C'est juste pour savoir si je vous les lis ou si vous pouvez Alors, je vais un petit peu naviguer dessus. Alors, conversation, tac, tac, la conversation. Alors, là, je dois être alors, je vais reprendre peut-être vers alors, webinaire, je regarde par la suite. Réglage, je descends. Y a-t-il des chiffres sur les effets du tabac chauffé? On en a vu. Retrouve-t-on du THC? Oui. Conseillé, d'accord.
les réseaux du retrait du HHC. Bah, ces substances, elles sont quand même pas sans effet psychoactif. Hein, donc là, c'est de vendre du CBD et d'y associer, on va dire, une dépendance cannabique. Donc voilà. Alors, après la question suivante, elle vient de dire où peut-on trouver le... Alors, Vapiou, je crois que si on tape sur Google Vapiou, on aura les informations. Alors, je ne sais pas quel est le niveau de diffusion au niveau français. Celui qui est à l'origine, ben, c'est un Grenoblois hein, que j'ai rencontré une fois ou deux. Et après, ce sont les distributeurs qui le commandent et qui le donnent gratuitement. Mais il faudra aller sur leur site, quitte à... Je pense que sur le site, il doit y avoir comme contact Sébastien Béziot et de faire la demande pour voir qu'est-ce qui est de plus proche. Et sinon, on peut avoir les contenus en ligne. Hein. Les magasins spécialisés en vape, alors là, je ne fume pas, j'ai été, on va dire, fumeur passif pendant mes études de médecine il y a une cinquantaine d'années. Alors je sais que des fois je vois Cigalite, enfin, il faut rentrer, puis de voir un petit peu ce qui est proposé, et puis de voir surtout comment on est accueilli. Parce que savoir qu'il y a des personnes qui assurent des formations, je pense tout de suite à notre ami Jacques Lewezek, hein, qui avait fait il y a très longtemps sa thèse sur la nicotine, qui assure en France un bon nombre de formations auprès de distributeurs pour leur apprendre un petit peu de la vape et non pas d'aller quelque part en vendant n'importe quoi. Donc, on peut être conseillé sur ce que l'on peut prendre, comment modifier un petit peu les choses. Et puis après, sur la teneur en nicotine, le choix des arômes, je pense que ce sont des choses qui se font en boutique. Voir comment on est reçu dans une boutique, si on voit qu'il n'y a pas d'accueil ou qu'on ne cherche pas quoi que ce soit, eh bien, peut-être aller voir une autre boutique s'il y en a. Pas chez le buraliste, hein, parce que lui va vous proposer soit du tabac chauffé, soit, on va dire, la vape estampillée de l'industrie du tabac. Alors, différence de prix, la cigarette, la vape, c'est quand même moins cher. Hein. Un paquet de cigarettes, même si en France, le prix, l'augmentation de prix hein, est moindre qu'en Australie ou dans d'autres pays, ceux qui passent à la vape, c'est aussi pour réduire, on va dire, le coût et l'argent qu'ils mettent en fumée. Et là, l'argent ne part plus en fumée, hein, mais en vapeur, et il y en a moins. Préconiser le sevrage à la vapoteuse. Moi, je dirais que c'est un peu comme avec les patchs à la nicotine. Hein. En fonction du degré de dépendance nicotinique, on propose démarrer parfois avec des timbres à 21 mg. Puis au bout d'un mois, on voit si on peut descendre à 14. Si ça marche, tant mieux. Sinon, on reste à 21 un peu plus longtemps. 14, puis 7. Puis après, on coupe en 2, on a 3. Puis voir si à un moment donné, on peut diminuer. Eh bien, avec la vape, eh bien, on a le choix hein, pour descendre, on va dire, en teneur en nicotine. Dernière personne, moi, je voyais en consultation, là, c'était même un zéro nicotine, pas d'arôme. Bon, on disait, voilà, ça maintient cette dépendance comportementale, la gestuelle, mais bon, moi, j'avoue que ça ne me gêne pas tant qu'il ne reprend pas de cigarette. Donc, c'est... Et puis, il n'y a pas, on va dire, d'urgence à arrêter de vapoter, surtout si le risque de reprendre le tabac peut être présent. Hein. Beaucoup de personnes continuent à vapoter sans nicotine, oui, bah, c'est vrai que c'est quelque chose, mais bon, moi, ça ne me gêne pas plus que ça, étant donné que là, la vaporisation du propylène glycol et la glycérine végétale. Hein, le propylène glycol, hein, c'est ce que vous voyez soit dans les salles de spectacle ou à la télé, cette fumée blanche qui part du sol et qui monte, qu'on retrouve dans des cosmétiques. Donc, ça fait belle lurette qu'on en a. Les arômes, c'est vrai qu'ils sont faits au départ pour être ingérés, pas pour être montés en température, mais bon, voilà. On a un recul d'une dizaine d'années. Quand on voit, on va dire, l'évolution déjà du tabagisme chez l'adulte, même chez l'adolescent qui sont en baisse, c'est une bonne chose. On avait vu augmenter la mortalité chez la femme par cancer du poumon entre les années 70 et puis maintenant. Donc, si on peut réinverser un petit peu la courbe, ça sera une bonne chose. Hein. Donc, le sevrage à la vapoteuse, c'est de prendre son temps, hein, pas chercher à aller trop vite et garder de la nicotine tant que c'est
nécessaires, hein. Et il y en a qui sont des fois à 6 mg ou 3 mg, voire moins, hein. Je pense que c'est pas un souci, hein, voilà, la diabolisation de la nicotine en France telle qu'elle est faite, ça va pas. Et tant qu'on parle de cela, je vous ai montré l'extrait du rapport de l'Institut national contre le cancer. Ils disent que près de 83% pensent que la nicotine dans la vape est cancérigène. Ma collègue et amie Marion Adler, hein, qui est à Béclair, là sur Paris, interrogé récemment des étudiants en médecine, plus de la moitié pensaient que la nicotine était cancérigène. Bon, voilà, on en est là en France. Les fake news, ça se diffuse. Malheureusement, il est difficile après à remettre les pendules à l'heure. On attend là que le groupe de travail de la Haute Autorité de Santé sur le sevrage tabagique, qui laisse une grande part à la vape, donc ça va être discuté, c'est vrai. Mais on va voir ce que ça donne. Et on a travaillé pendant un an, un groupe, bon, pas que d'administrateurs de la Société francophone de tabacologie, pour essayer de faire un texte validé par la société. On ne va pas dire qu'on y a renoncé, parce que quand on ne veut pas, on va dire, jouer le jeu, ben on n'avance pas. Et grâce à notre ami suisse Jacques Cornuse, il a proposé la méthode Delphi. Et donc, on est arrivé à un consensus. Je ne l'ai pas vu. J'ai participé aux 3 étapes. Ce matin, c'est notre collègue de Lausanne qui l'a présenté à Issy-les-Moulineaux au congrès de la Société francophone de tabacologie. Donc, un texte devrait sortir montrant un petit peu les choses. Et on attend du groupe de travail de la Haute Autorité de Santé en 2024 quelque chose d'un peu plus cohérent, et même de la mise à disposition de substituts nicotiniques et non pas un seul patch. Quand on en propose des fois 2, 3, 4, les pharmaciens disent ben non, hein, il n'est pas prévu que, donc j'en donne pas plus. Donc voilà, un texte va être modifié et on en attend, on va dire, beaucoup. Je le reverrai quand je participerai à la relecture, mais on avance. Voilà. Et par rapport à la vape, j'ai entendu aussi que ce matin, il ne fallait pas déconseiller à la femme enceinte d'y avoir recours. Je pense que c'est un des éléments qui ressort du consensus là, présenté par les collègues suisses. Alors, la gestuelle importante. Alors, la gestuelle, franchement, moi, à une époque, je disais prenez un bâton de réglisse, prenez un stylo, s'il y a besoin de mettre quelque chose dans la bouche. Prenez un bonbon à la menthe. Et c'est vrai qu'on sait que la menthe a une action, hein, on sait les effets sensoriels de la menthe. Et alors, si la nicotine était mauvaise et si les arômes étaient mauvais, il faudrait les enlever de nos formes orales. Hein, je prends les au hasard sans citer de marque, les Nicopas. Hein, il y a le goût neutre, mais il y a eucalyptus, il y a menthe fraîcheur. Et puis dans d'autres marques, il y a les fruits rouges. Hein, donc d'associer, on va dire, à la nicotine un arôme, c'est qu'on sait que ça a quand même une action au niveau, on va dire, des récepteurs nicotiniques. Alors, on les autorise pour les substituts nicotiniques, mais on les interdit pour la vape. Bon. Voilà, c'est une autre question. Mais cette gestuelle, oui, elle est présente, mais bon. À une époque, Tabac Info Service, puis là, ils ont rectifié le tir, précisait que ce n'était pas bien la vape parce que justement, on gardait cette dépendance comportementale. Bon, on leur a expliqué quand même que le recours à la vape, c'était surtout pour arrêter de fumer. Voilà. Et que si pendant quelque temps, on gardait cette gestuelle, c'était peut-être pas le plus important. Donc, il y a eu, on va dire, une modification du discours, comme au sein de l'Institut national contre le cancer. Donc, voilà, on attend des autorités de santé quand même que le travail initié il y a quelques années par Benoît Vallée, quand il était directeur général de la santé, reprenne, parce que le groupe de travail, quand Benoît Vallée a quitté pour aller à l'ARS Île-de-France, du jour au lendemain, tout a été coupé. Notre ancien ministre de la Santé, porte-parole du gouvernement et collègue grenoblois, Olivier Véran, aussi était très militant. Et depuis, bon, on va dire qu'il n'y a pas le même engouement, le même enthousiasme. Donc, on attend dans le futur
une reconnaissance, on va dire, de la vape comme outil de réduction de risque et comme mode de sortie du tabagisme. Je le disais dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire, hormis ceux qui s'arrêtent sans rien prendre, le premier recours, c'est la vape, avant les substituts nicotiniques. Donc, ce n'est pas par hasard. Et donc, c'est vrai qu'ils ne passent pas chez un professionnel de santé, mais bon, ils arrivent à gérer les choses avec cet apport de nicotine. Ben, c'est très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question. C'était très intéressant et très clair. Merci beaucoup. Merci à vous et merci tout le monde pour ces échanges fructueux. Et puis sur le site Addicted, sachez qu'il existe des blogs qui sont animés par des patients experts de France Patients Experts Addiction, qu'il existe aussi le groupe Je ne fume plus, JNFP sur Facebook. Voilà, et puis, parler de Vapiou, je pense qu'il y a, on va dire, un site internet pour voir peut-être les boutiques qui distribuent ou de demander peut-être un exemplaire et de voir après comment il est possible de s'en procurer. Est-ce qu'il serait possible de partager votre présentation aux participants? Ah ben, elle est faite pour. Elle est à vous. Très bien. Bon. Eh bien, n'hésitez pas à me laisser votre adresse mail pour que je puisse vous faire parvenir la présentation. Merci beaucoup pour votre intérêt sur nos webinaires du mois sans tabac et pour votre présence. Ce webinaire sera disponible en replay sur notre site internet à partir de la semaine prochaine. Je vous l'ai mis dans la conversation. J'ai également réalisé un petit formulaire pour estimer un petit peu votre satisfaction quant à notre cycle de webinaire. N'hésitez pas à nous faire part de vos idées ou de vos remarques. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée, merci. Merci, Dr Arvers. À bientôt, au revoir. Au revoir. Et Laurent, à bientôt sur FPEA. Sur FPEA et sur Je ne fume plus. Oui, bien sûr.